Notre zoom nous emmène maintenant en Afrique du Sud, dans la région du Cap, où la culture française est très présente encore. Un héritage qui remonte au XVIIe siècle. À l'époque, une centaine de familles protestantes, chassées par la révocation de l'édit de Nantes, s'y étaient installées. Ce sont les Huguenots. Adrien Ponsard est parti sur leurs traces. Ces paysages où mer et montagne se rencontrent sont ceux de la ville du Cap. Il faut dire que le cadre de vie est idéal. 9 mois de beau temps par an. Le Cap, c'est une ville où il fait bon prendre l'air. Et rien de tel qu'un vélo pour ça. C'est vrai que cette route du bord de mer, au Cap, fait partie des plus belles routes du monde pour faire du vélo. Les membres du Cap sportif se réunissent toutes les semaines. Et à leur dégaine, on pourrait bien croire qu'ils sont tous français. En fait, on a la chance parce qu'on habite dans un endroit magnifique, très sportif. On peut faire du VTT, du triathlon, du vélo de route évidemment, du surf, du windsurf, du kitesurf. Ce climat, ces plages attirent beaucoup de touristes. 2 à 3 millions chaque année. Mais pas seulement. Ce petit garçon est français. Et son père travaille au marché. Vous êtes breton ? Oui, bien sûr. De l'Orient. Thomas Rosel vit au Cap depuis 20 ans. Il y a rencontré une Sud-Africaine. Et on a eu 2 beaux enfants ensemble. Breton, Sudaf. Dans son échoppe, tout tourne autour du sarrasin. Ça a pris un moment, mais aujourd'hui on vend plus de galettes que de crêpes au Cap. Sur les crêpes, justement, crème de caramel obligatoire. Et du beurre salé, bien sûr. Notre maître crêpier nous a conseillé d'aller faire un tour dans son quartier, Observatory. Il nous a donné l'adresse de l'un de ses grands copains. Frédéric Jacquier, alias DJ Fred Spider, a monté 2 boutiques de fringues et une de vinyle. Tiens, voilà, ça c'est mon dernier disque, Vom Records, Big Fight Boogie. Je prends 2 artistes sud-africains, je fais faire des remixes. Et ici aussi, la France n'est pas très loin. Yves Montand, bien sûr. Charles Aznavour, très content. Et ils écoutent ça, les Sud-Africains ? Charles Aznavour, c'était connu. Après, bon, j'ai du Véronique Sanson. Je veux dire, c'est pas... Fred, notre DJ disquaire, nous a vivement recommandé une visite chez les Pingouins. Sur le chemin du retour, ce sont les babouins qui nous ouvrent la route. La vie sauvage n'est jamais très loin. Ils sont quelques 3600 Français à vivre au Cap. Et rares sont ceux qui ne connaissent pas cet homme. Stéphane Cassédan est l'un des vétérans de la communauté. Il est à la tête d'une agence de voyage depuis 31 ans. Nous voilà embarqués pour un safari marin. Mais si nous naviguons aujourd'hui, c'est pour reconstituer un morceau d'histoire. Regardez cette majesté extraordinaire. C'est ça que les Huguenots français qui sont arrivés au milieu du XVIIe siècle ont vu. Plus de 3 siècles avant nous, les Huguenots, ce sont ces protestants français qui, persécutés en France suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, fuient le pays. Beaucoup se réfugient aux Pays-Bas. Certains d'entre eux y sont recrutés par la Compagnie des Indes orientales, déjà installée au Cap. Cape Town est une importance vitale pour les compagnies des Indes. C'est le point de passage au milieu de la route qui va vers la route des Indes. Et il est très important dans un voyage qui est très long d'y faire escale. 178 familles huguenotes font le voyage. Le bateau, à l'époque, qui amène ses premiers Français, mais 4 mois et demi pour venir jusqu'ici. Et 19 personnes vont mourir au cours de ce voyage. Très vite, ces Huguenots sont envoyés dans l'arrière-pays. Le gouverneur leur a promis autant de terres qu'ils pourront en cultiver. Certains d'entre eux s'installent dans une vallée derrière les montagnes, à 60 km de là. 2 jours de voyage en charrette à l'époque. La vallée est peuplée d'éléphants. Ils mettront 3 ans à défricher. Et très vite, on nommera le lieu Franschhoek, le coin français.
Quand on demande aux touristes s'ils savent pourquoi la ville s'appelle ainsi, Peut-être parce que la plupart des restaurants servent des plats français? C'était une ancienne colonie française, je crois. ceux-là ne sont pas encore passés par le musée des Huguenots. Siegfried Schaffer est l'historien local. On l'appelle le coin français, tout simplement parce que c'était le seul endroit dans la colonie du Cap où les Huguenots étaient en majorité. Sur les 178 familles débarquées au Cap, 9 viennent s'installer ici. Dans beaucoup de cas, les Huguenots ont quitté la France avec seulement leurs habits sur le dos et parfois une Bible. Celle-ci appartenait à un certain Paul Joubert. Il l'aurait fait sortir de France en la cachant dans une miche de pain. D'autres objets ont un passé moins glorieux. Ça, c'est une cloche qui servait à appeler les esclaves. Et ce service de table français appartenait à la famille de Villiers. Ils sont devenus assez riches et possédaient un grand nombre d'esclaves. Le nombre de Huguenots qui se sont installés dans la colonie du Cap est très faible. Ils représentent 1% seulement de ceux qui ont fui la France. Mais ils ont joué un rôle disproportionné dans le développement de l'Afrique du Sud. On s'en doute bien, Siegfried Schaffer connaît du monde à Franschhoek. Il nous a arrangé un petit rendez-vous. Cet homme est maître bâtisseur, comme son père, comme son grand-père. Comment vous vous appelez? My name is Gideon Roux. Comment ça s'écrit? R-O-U-X. Roux. Je suis de la 9e génération à habiter Franschhoek. Pierre, le deuxième fils de Paul, est le premier enfant huguenot à être né en Afrique du Sud. Pierre n'a probablement presque jamais parlé français. La langue était proscrite, interdite à l'école et à l'église. La messe se tenait en néerlandais. En une génération seulement, la langue française a disparu. Les Néerlandais ont essayé de détruire ce qu'il y avait de français chez ces Français. Parce que c'étaient des réfugiés, ils avaient peur d'eux. On a toujours notre identité, mais on a perdu notre culture. Notre culture est devenue sud-africaine. L'aristocratie afrikaner, ce sont les Huguenots français. Dès les débuts, ils cultivent la vigne. Aujourd'hui, à part le pinotage, invention sud-africaine, tous les cépages cultivés dans le pays sont originaires de France. 3 siècles après eux, un homme venu lui aussi de France a décidé de s'investir dans le terroir sud-africain en y produisant son propre vin. Christophe Durand fait équipe avec Sabrina, sa compagne et associée sud-africaine. Ce qui leur a mis le pied à l'étrier, il y a presque déjà 28 ans, ça a d'abord été l'importation de barriques françaises. Aujourd'hui, ils goûtent le nouveau millésime du Chardonnay, pressé 2 jours plus tôt. À 2024. Ils lui ont donné le nom de leur fille, Cuvée Anaïs, et celle-ci a déjà bien voyagé. J'ai fourni le Chardonnay en 2009 pour le mariage du prince d'Albert de Monaco. Oh, c'est bon, hein? On est inspiré par la cuisine indienne et sud-africaine. Et ça influence notre cuisine. On se doit de faire du bon vin. Poitrine de porc. Dans un bouchon. Riesling de Camembert, Sean. Christophe Durand a aussi ouvert un restaurant dans une cave en plein centre-ville. Vous êtes d'origine de Lyon? Non, je suis normand. Vous êtes Normand. Pourquoi vous ouvrez un bouchon c'est lyonnais? Parce qu'il n'y en avait pas au Cap, donc c'était l'idée, c'était un rêve. Christophe n'a pas caché son enthousiasme quand on lui a dit que nous allions ensuite à Glenolly pour y rencontrer un autre Christophe, le chef Christophe Dehos, un grand ami de Christophe. Alors là, je suis en train de vous faire un filet de springbok avec une sauce bordelaise, avec de la moelle, sauce vin rouge traditionnelle, légèrement montée au beurre. Christophe Dehos a 4 restaurants dans la région. Il propose une cuisine française avec des produits sud-africains. Les produits donnent un goût spécifique. Du springbok, c'est pas du chevreuil, c'est pas du cerf, ça reste du springbok. La cuisine sud-africaine n'est pas forcément une cuisine très sophistiquée. Historiquement, on mangeait des choses simples, on mangeait des choses qu'on pouvait préserver. Il y a vraiment eu une évolution incroyable sur les 30 dernières années de la cuisine sud-africaine. On est maintenant à la restauration et offre des choses fantastiques.
Le domaine sur lequel Christophe Dehosse travaille appartient à une famille bordelaise, installée dans le vin depuis des générations. 57 hectares, 400 000 bouteilles chaque année, principalement les grands cépages bordelais. Cabernet Sauvignon. Un cépage bordelais planté sur un terroir différent va donner un vin totalement différent. On n'essaye pas de faire des vins de Bordeaux ici en Afrique du Sud. On essaye de faire des grands vins à partir du terroir sud-africain avec les cépages bordelais. Nicolas Bureau a repris Glenlee il y a 4 ans. Tu es là. Mais c'est sa grand-mère qui a tout initié. Quel est votre thème en fait? Mais Eliane de Lancsin a 99 ans et une vitalité extraordinaire. J'ai eu un coup de cœur pour le lieu. J'ai décidé d'investir en Afrique du Sud en 2003 et je devais avoir 78 ans. Elle a eu l'idée après avoir organisé un concours de vins d'assemblage. Dégustation à l'aveugle. Les vins d'Afrique du Sud ont été notés au-dessus des vins du Médoc. Donc, je ne veux pas enfoncer le Médoc dans cette conversation, au contraire. Je veux dire que on peut parler de qualité similaire. Au point de vue finesse, qualité tannique, ils sont des découvertes aussi magnifiques que les vins français. Les deux régions font partie des vins d'excellence, le top du top. Davantage de questions pièges? 0 question piège. Tu trouves que j'oublie des trucs? Tu trouves que ça va? Oui, c'est parfait. C'est très bien. Tu me dis si j'oublie des trucs? Vignes, gastronomie, langue, culture, les Français ont porté leurs racines jusqu'à la pointe sud de l'Afrique. Certaines n'ont jamais pris, d'autres s'y épanouissent. On n'a oublié aucun truc, a priori,